Et avec vous également, vous nous appelez ou vous réagissez sur les réseaux sociaux, le standard de Sud Radio également. Vous le savez, toute la journée, les émissions de débat 0826 300 300. On va dans un instant évoquer l'ouverture du salon de l'agriculture. C'est la plus grande ferme de France qui ouvre ses portes demain matin avec le défilé traditionnel. Alors il n'y a pas d'élection cette année, mais ce sera quand même un défilé de hommes et femmes politiques qui vont venir saluer le monde agricole, cette agriculture française. On verra aussi avec nos débatteurs si elle a pu résister aux conséquences de la guerre en Ukraine. C'est notre sujet aussi, la guerre en Ukraine. Un an après, où en est-on? Est-ce qu'on peut espérer une sortie de cette guerre rapidement, ou est-on parti pour un conflit qui va durer et peser et qui a modifié profondément les rapports au sein de la communauté internationale? Et puis enfin, que faire des super profits de la SNCF? Plus de 2 milliards d'euros annoncés hier après-midi. Et ce matin, Elisabeth Borne annonce un plan à 100 milliards consacré aux petites lignes, aux petits trains du quotidien, comme on les appelle. Un énième plan, mais pourquoi faire? On en parle avec nos débatteurs et avec vous, mais nos débatteurs, je les salue. Alexis Poulain, bonjour Alexis. Bonjour. Journaliste et directeur de la publication du Monde Moderne. Vous êtes également sur Sud Radio. On vous connaît sur Sud Radio, éditorialiste le mercredi matin. Alex Darmon qui va arriver dans un instant, journaliste politique, youtubeur avec sa chaîne Les Indécis. Un petit souci de circulation, mais il va arriver dans un instant. Paul Midi, bonjour Paul. Bonjour. Député Renaissance de l'Essonne, et Judith Vintraud, bonjour Judith. Bonjour. Grand reporter au Figaro Magazine. Alors, on va dérouler effectivement tous ces sujets. Qui va aller au Salon de l'Agriculture là parmi vous? Moi, j'y serai mercredi prochain. Bon, on y reviendra, Judith. Je l'ai beaucoup fait, donc je m'autorise à ne plus y aller. Alexis? A priori, non. A priori, non. Je l'ai fait aussi, je l'ai fait suffisamment Voilà. pour ne pas être en manque de salon de l'agriculture. Bon, voilà. Alors, les sujets agricoles, Sud Radio, on n'attend pas le salon de l'agriculture pour y aller, mais nous y serons dès dimanche, dès 10h avec Vincent Ferniaud, et tout au long de la semaine prochaine et de cette dizaine de jours, porte de Versailles, plusieurs émissions, plusieurs rendez-vous avec les auditeurs de Sud Radio. Vous êtes les bienvenus si vous allez du côté de la porte de Versailles. On va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors, honneur à vous, Judith. Alors, moi, c'est un petit coup de gueule anti-woke. Une pub qui m'agace au plus haut point pour un lait infantile. Et c'est Gallia, propriété de Danone. Et le message de la pub, c'est pour les personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas allaiter. Alors, moi, jusqu'à présent, je pensais naïvement que les personnes qui allaitaient étaient des femmes. Donc le fait que dans le slogan on évite soigneusement de parler de femmes me semble un indice probant de l'avancée de la pensée woke, de la promotion du transgenrisme dans absolument tout l'espace public. Vous avez eu il y a quelques semaines le scandale de l'article de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, qui expliquait aux parents qu'il fallait encourager leurs enfants à changer de genre, à transitionner quand ils exprimaient un malaise qui pouvait s'apparenter à une dysphorie de genre, qui était un truc parfaitement militant. Voilà, maintenant on a des pubs pour les materniser qui ne disent pas materniser et qui ne parlent plus de femmes. Mais est-ce que c'est une forme d'autocensure Non, alors, que font les publicitaires, parce que derrière il y a aussi je pense que s'agissant de Danone, c'est simplement une forme d'adaptation au marché. Les marques n'ont pas d'idéologie, pas d'état d'âme. S'il y a un créneau à prendre, elles le prennent. C'est ça, Paul? Je ne sais pas s'il faut interpréter comme ça la pub que j'ai moi-même pas vue. Après, si jamais l'intention, c'est plutôt radio, mais c'est de respecter, puisque vous mentionnez les personnes transgenres, si c'est dans une forme de respect des personnes transgenres, moi je pense que c'est une bonne chose. Mais de gommer le fait que la femme biologiquement soit la seule capable d'allaiter. Non, mais moi je tirerai pas ces conclusions. J'ai pas vu la pub en plus, donc je veux pas dire de bêtises. Ouais, je vous ai cité la phrase. Vous mentionnez, oui, mais j'ai pas vu le contexte. Enfin, c'est difficile de réagir comme ça. Mais puisque vous mentionnez les personnes transgenres, s'il y a une intention de ce genre, moi, vous savez, je me bats dans mon engagement politique pour l'égalité des droits, pour les droits notamment des personnes LGBT. Et il y a le sujet des personnes transgenres. Je pense qu'il faut respecter, comprendre un peu mieux dans notre pays. Alexis Poulain. Parce que nier les différences biologiques, c'est une forme de respect. Attendez. Non, mais Alexis. il
il y a deux choses. Il y a effectivement le respect des personnes transgenres qui subissent quand même des moments difficiles. Il y a cette histoire de ce maçon de 41 ans qui devient femme et qui n'a plus de travail parce qu'il est devenu un maçon femme. Il y a vraiment des situations difficiles pour l'accès au logement. Enfin, il y a une sorte de haine, de peur des personnes transgenres qui n'ont rien demandé. Après, si on fait avancer la cause, tant mieux. Mais effectivement, ça peut choquer de dire qui allait à part les femmes. Est-ce que une personne transgenre peut allaiter? Oui, hein, c'est le cas maintenant. Si on en suit cette idéologie-là, est-ce que la publicité va faire ça? Bah oui, évidemment, puisque c'est des parts de marché. Donc il y a à la fois un business, mais ce qui est le plus important dans le respect des transgenres, c'est plutôt les droits. Évidemment, la publicité, c'est juste, je pense, essayer de. Voilà, on en parle. Hein, voilà, j'ai pas entendu cette pub. Mais du coup, on en parle et puis on se dit, est-ce que c'est nécessaire de faire ce genre de publicité? Je sais pas, mais c'est clairement un choix marketing. Voilà. Vient d'arriver dans ce studio, on le salue, c'est Alex Darmon. Bonjour Alex. Bonjour. Alors, sur cette publicité, comme ça, en sautant du taxi. Non, mais en sautant du taxi, je viens d'arriver, j'ai pas entendu la pub pour le coup. Donc voilà, non mais oui, les droits, enfin tout ce qui a été dit, je m'inscris largement dedans. Après, sans avoir entendu la pub, je préfère pas me prononcer. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que non mais je préfère. Par contre, je préfère aussi dire une chose, c'est que moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément sur le fait où on peut défendre les droits, mais il faut pas non plus faire n'importe quoi. Non, oui, vraiment, mais alors c'est très important de le dire. Peut-être qu'aussi au sein du milieu de la publicité, il faudrait peut-être le faire expliquer par un publicitaire. Hein. Il y a aussi un organisme de contrôle derrière qui check absolument tous les messages, les images, tout ce qui doit être pour rentrer dans les clous aussi de certaines réglementations. Je sais par exemple, on peut pas mettre une image, même si au fond on devine qu'il y a un bureau de tabac, on peut pas deviner que c'est un bureau de tabac. Il faut que ça soit gommé. Donc peut-être que mais c'est pas comparable. C'est absolument pas comparable. Bien sûr qu'il y a des bureaux de vérification de la publicité et heureusement. Et par exemple, je sais qu'un produit ne peut pas se servir d'un enfant pour le promouvoir directement. Alors quand on voit des pubs, on se demande d'ailleurs comment la réglementation est appliquée parce qu'on voit souvent des enfants très très proches des produits qu'ils sont censés ne pas promouvoir. Mais ce dont je parle n'a rien à voir. C'est une idéologie puissante qui s'insinue, soit par entrisme, soit pour des raisons marketing. Ça rappelle un autre fait récent, le planning familial, qui est quand même une institution éminemment respectable dans ses objectifs initiaux, hein, c'est-à-dire donner à toutes les femmes l'accès à la pilule et à l'IVG, a combattu l'inscription de l'IVG dans la Constitution au motif qu'elle mentionnait les femmes. Elle voulait, le planning familial voulait que soient seulement mentionnées les personnes. Vous voyez, ça c'est de l'idéologie pure, de la négation de la biologie, c'est du totalitarisme soft. Allez, on va continuer les coups de cœur et les coups de gueule de nos débatteurs du jour. On va faire avant juste la coupure pub avec vous, Paul. Alors vous étiez en colère, alors c'est votre domaine, hein, mais contre un article, contre la French Tech. Alors non, moi c'était un coup de cœur sur une annonce du président de la République qu'il a faite lundi sur l'objectif d'aller développer 100 usines d'ici 2025 grâce aux startups de la French Tech. Vous savez, la French Tech, Nation. La Startup Nation, oui, c'est exactement. Vous savez, la French Tech, vous la connaissez beaucoup sur le digital, les sites internet, et on est en train de orienter tout ce travail d'innovation, tout cet écosystème vers nos objectifs de réindustrialisation et de transition écologique. Et c'est très important parce qu'avec cette French Tech, c'est aujourd'hui à peu près 5 à 10% de notre économie, mais c'est un tiers de notre capacité à aller vers le plein emploi. Et donc, c'est un tiers de notre capacité à créer de l'emploi pour tuer le chômage. Ouais. Et ça nous permettra aussi de réindustrialiser le pays, parce que c'était une vraie bêtise qu'on a vue dans les 30-40 dernières années. Ça fait 5 ans qu'on en entend parler de cette... Enfin, même un petit peu avant le Covid et beaucoup pendant le Covid. On est cohérent, ça vient quand ? Mais maintenant, alors vous savez... Non, je vous dis ça parce que je viens de Toulouse et il y a un petit dossier à Toulouse, c'est on délocalise une usine qui s'appelle Latécoère, alors il faut qui est toute neuve. Il faut qu'on regarde ça de près. Oui, mais vous savez que l'emploi... Ils partent au Mexique et en Tchéquie, c'est moins cher. Il faut se battre contre ça. Et on se bat. Depuis 5 ans, c'est la première fois que l'emploi industriel est reparti à la hausse dans notre pays. Et ça, il faut qu'on continue et qu'on accélère. Et on va le faire aussi grâce à nos startups. Et c'est ça la bonne nouvelle. Je cite des exemples
sont des boîtes comme Innovafeed, Electra, Vercor, qui font la transition écologique et qui sont en train de développer des usines au moment où on se parle, dans nos territoires, avec des centaines et des centaines d'emplois. Donc ça, c'est mon coup de cœur. Alors, le coup de cœur de Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne, débatteur du jour, mais ils sont 3 autres autour de la table et ils vont réagir aussi à cette idée de développer la French Tech pour réindustrialiser le pays. On y revient juste après la pause sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en cette fin de semaine, on est en compagnie d'Alexis Poulain, Alex Darmon, Paul Midi, Judith Van Traub. Alors on parlait avec vous, Paul Midi, député Renaissance, et c'est votre domaine de compétence, la French Tech qui va permettre de réindustrialiser le pays. On se posait la question, est-ce que c'est et c'est votre coup de cœur, puisqu'il y a eu le rendez-vous de la French Tech à l'Elysée en début de semaine, on va dire la tech pour relancer l'industrie française. Alors je vois Alex Darmon qui lève les sourcils. Non, mais en fait, j'entends ce que vous dites, et il faut reconnaître quand même que le chômage a baissé en France depuis plusieurs années, sous la houlette d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, l'assurance chômage se porte à merveille. Oui, mais ça c'est encore... je suis d'accord avec vous, mais c'est encore un autre sujet, parce qu'à mon avis, on verra dans 2 ans si elle se porte à merveille. Mais ce qui est clair et ce qui est important aussi à dire, à mon avis, c'est que la French Tech, c'est un outil politique. C'est un outil politique d'Emmanuel Macron, dont il s'est servi pour se faire élire il y a 5 ans. Honnêtement, c'est-à-dire que quand on le suivait, nous, journalistes politiques, Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, c'était toujours la French Tech. À chaque fois. Quand il allait à Las Vegas, c'était la French Tech. Quand il était à Paris, c'était la French Tech. Et aujourd'hui, il nous ressort la French Tech pour nous parler de réindustrialisation. Donc, en vérité, pour moi, c'est un outil politique où on met tout dans cet outil pour dire que ça va aller bien. Mais on verra vraiment si ça sert. Je doute sincèrement que la French Tech puisse servir, on parlait d'entreprises et d'usines qui allaient fermer, puisse servir à aider ces usines et ces entreprises. Alors, je me permets de réagir. Paul parce que et Alexis et Judith ensuite. C'est un outil, c'est une politique publique. C'est très clair, d'innovation, mais qui a montré des résultats. Depuis 6 ans, on a créé des centaines de milliers d'emplois grâce à la French Tech. C'est pas une idée, c'était une idée il y a 5-6 ans, mais maintenant c'est quelque chose de très concret dans la vie de beaucoup de Françaises et de Français. Je donne un chiffre aussi très concrètement, on a 4/5 des personnes retraitées en France qui utilisent au moins un service des 120 meilleures startups françaises, qu'on appelle le French Tech 120. Donc c'est en plus imprimé dans les usages des Français, mais ce sont des centaines de milliers d'emplois qui ont déjà été créés, et dans les prochaines années, ce sont des centaines de milliers d'emplois qui vont être créés. Donc c'est vraiment... Et tout mettre dans le même panier, c'est ça que je reproche. Oui, parce tout mettre dans le même panier, parce que la French Tech a marché, demain dire que la French Tech va aider... Alors, non, mais c'est très important parce que c'est la tendance, pas que en France, mais en France, on veut l'accélérer. C'est notamment, je ne veux pas rentrer dans les termes trop techniques, mais la deep tech, le développement de la deep tech, c'est-à-dire les technologies de laboratoire qui sont utilisées pour faire des startups. C'est par exemple l'ordinateur quantique avec Pascal et notre dernier prix Nobel de physique français qui vient d'ailleurs du plateau de Saclay. Oui, mais tout le monde ne sera pas ingénieur, Paul Midi. Tout le monde ne fera pas des startups et des applications. Ces entreprises de la deep tech qui font des startups industrielles, elles génèrent de l'emploi industriel avec des qualités d'emploi et des types d'emploi de toutes les catégories. Prenez-moi les startups que j'ai dirigées. Si vous prenez Frischti, vous connaissez peut-être, Raison de repas. La majorité de mes salariés, c'était des préparateurs et des préparatrices de commandes, des cuisiniers, des cuisinières. Et donc, c'était pas que des ingénieurs qui designaient l'application, etc. Donc, il faut bien regarder, il faut faire attention. Parfois, on croit que dans les startups, il y a que des jeunes associés qui font des sites internet. Non, ça, c'est une toute petite partie de l'emploi. La grosse masse de l'emploi, elle ressemble à l'emploi qu'on voit dans une entreprise, je dirais, normale en France. Mais par contre, l'intérêt de ces startups, c'est pas pour se faire plaisir, c'est qu'elles permettent de créer des emplois nouveaux. Alors, Alexis Poulain. Disons que c'est un label un peu fourre-tout, effectivement, où on va trouver à la fois les véhicules financiers que sont certaines startups qui n'ont pas encore de produits et qui demandent des levées de fonds et des tours de table à gogo, et puis de l'autre côté, évidemment, des entreprises. Mais on pourrait parler simplement d'entrepreneuriat innovant ou d'entreprise ou de PME, TPE. Le fait de vouloir nommer ça startup ou French Tech, c'est pour faire un peu cool, pour avoir une sorte de label qui veut rien dire ou qui veut dire effectivement qu'il y a une partie qui sont des entreprises innovantes qui s'appuient sur la
la technologie et la recherche, mais c'est très peu en réalité. Après, pour ce qui est de l'emploi, la question c'est est-ce que ça va être de l'emploi pérenne, évidemment. Est-ce que ces startups derrière ont vocation à devenir des scale-up et donc des entreprises de taille moyenne et des grandes entreprises? Et puis après, c'est vrai que certaines ont déjà réussi et ont changé le quotidien. On va parler de Blablacar, par exemple. Je ne vais pas donner des marques, mais sur le covoiturage, sur la banque, les banques en ligne aussi, l'essor des banques en ligne qui change beaucoup la donne pour les entreprises, la comptabilité, etc. Donc il y a une réalité. Après, sur l'emploi, la question c'est à la fois la base de l'emploi, la solidité de cet emploi, et puis la capacité qu'a l'économie française, européenne à aider ces startups à devenir de taille suffisante pour ne pas être achetées très vite par une entreprise américaine. Parce que c'est le malheur des startups, c'est qu'on n'a pas les fonds suffisants, on n'a pas les outils financiers suffisants pour les aider à devenir assez grandes assez vite avant le rachat par une entreprise américaine qui va prendre toutes les parts de marché. Paul, vous répondrez, mais Judith d'abord. Merci. Au-delà de la question spécifique des startups, c'est très bien de les encourager. Il y a quand même deux problèmes, deux obstacles à la réindustrialisation de la France, même si elle commence timidement. Le premier, c'est évidemment le coût du travail sur lequel je ne vois à peu près rien faire. Et le deuxième, qui est moins connu, c'est le temps qu'il faut, notamment dans l'emploi industriel, pour créer une usine en France. Pour créer une usine en France, il faut en moyenne 10 ans. Entre les autorisations, les démarches administratives, je vous en passe des meilleurs, 10 ans. Chez nos voisins les plus performants, c'est en moyenne 3 ans. Alors, Emmanuel Macron a prévu de faire un nouveau projet de loi travail où il veut s'attaquer à cet obstacle d'exception française. On parle souvent de l'exception française. C'est une exception qui nous plante, qui nous plombe, et c'est une urgence absolue. Et j'attends avec impatience ce projet de loi. Il y a des usines qui ferment aussi. Il faudrait peut-être les sanctuariser pour pas les laisser partir. Alors, je réponds juste à ce que je viens de dire parce que c'est des points super intéressants. Vous avez totalement raison. Un de nos gros problèmes, notamment vis-à-vis de la concurrence dans les autres pays européens, c'est le temps que ça dure pour installer ces usines. Donc ça, c'est le projet de loi Industrie verte qui est en train d'être préparé par le gouvernement, qui passera à l'Assemblée nationale dans les prochains mois pour diviser par 2 le temps d'installation. On l'a fait sur les énergies renouvelables. Mais alors, par exemple, sur le médicament, on va le faire sur le médicament, parce que le Covid, c'était il y a 3 ans. Et il faut qu'on le fasse sur l'industrie verte. Donc ça, c'est très important. Je réponds aussi sur le coût du travail, parce que ça fait des semaines et des semaines que moi, je me bats pour la réforme des retraites, justement pour équilibrer le système en demandant aux Français qui le peuvent de travailler plus longtemps, pour justement ne pas augmenter le coût du travail, ce qui est proposé par à peu près toutes les oppositions. Donc très important de maintenir le coût de travail le plus bas possible. Et dernier point, je réponds à Monsieur Poulain, sur le financement de nos startups. Très important, effectivement, vous tapez totalement dans le mille. Je mentionne juste que moi je travaille, c'est la Première ministre qui me l'a demandé, sur une mission pour aller chercher 1 milliard d'euros par an supplémentaires dans le financement de nos startups et de l'argent français qu'on prendra dans l'épargne dormante des Français. Qui veut financer ma start-up. Exactement. Donc vive la capitalisation qui nous donnera enfin des fonds d'investissement français. Pas pour la capitalisation. Mais moi, je suis tellement pour la réforme des retraites que je suis pour la capitalisation, une part de capitalisation. Alors, on va continuer quelque part finalement en parlant de la tech. Et un qui a révolutionné l'économie mondiale, c'est Jeff Bezos. C'est votre coup de gueule, Alexis, ce matin. Oui, c'est Jeff Bezos qui s'est vu remettre la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. Oui, en douce. Pardon ? Oui, c'est ça. Oui, c'était le 17 février. Bernard Arnault était présent, c'était à l'Élysée, pendant que les Français manifestaient. Et effectivement, ça peut poser question, puisque qui peut prétendre à la Légion d'honneur ? Il y a 3 conditions. Avoir des mérites éminents dans l'exercice pendant au moins 20 ans d'activité au bénéfice de l'intérêt général de la nation. Il faut être proposé par un ministre ou bien par un préfet, une association, une personnalité politique ou un groupe de 50 personnes. Et c'est le Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur qui doit valider. Jeff Bezos ne rentre ni dans l'une ni dans l'autre. Enfin, il a sans doute été proposé, évidemment, pour recevoir cette distinction. C'est pas nécessaire d'être de nationalité française pour la recevoir. Oui. Et les étrangers peuvent être décorés, mais ils ne deviennent pas membres de l'ordre de la Légion d'honneur. La question, c'est qu'a fait Jeff Bezos pour l'économie française ? Puisque on peut se poser la question sur les externalités négatives des entrepôts Amazon, qui ont certes créé un peu d'emplois là où ils s'implantent, mais qui ont aussi phagocyté tout un commerce, tout un écosystème qui va ne faire que tourner autour de l'entrepôt Amazon.
Amazon. Et puis, il y a la position dominante, Amazon, qui est en train de prendre toutes les parts de marché possibles, imaginables, dans la culture, mais aussi dans le commerce. Et ça, personne ne se pose de questions. Donc la question, c'est pourquoi ? Quel est l'intérêt de remettre une telle distinction à Monsieur Bezos ? Qu'a-t-il fait pour la France, en l'occurrence, et à quoi ça sert, si ce n'est à dire, alors peut-être que Amazon va investir encore davantage en France, mais encore une fois, attention, ces emplois-là en détruisent plus qu'ils n'en créent, malheureusement. Si on regarde l'implantation de ces entrepôts Amazon, c'est pas forcément une bonne nouvelle, et ce ne sont pas non plus des emplois extrêmement qualifiés où on reste longtemps avec la pénibilité, bien sûr, de ce qu'est d'être un cariste dans un entrepôt Amazon. Donc voilà, ça peut paraître quand même un peu hors de propos de remettre une telle légion d'honneur incongrue à un milliardaire comme Monsieur Bezos. Alors, vous étiez au courant, Paul, de cette remise de médaille de Jeff Bezos dans les médias, ouais. Mais surtout, attention, parce que si je peux me permettre, je crois qu'il y a 2-3 points qui sont faux. Alors, Amazon, c'est 17 000 emplois en France. C'est pas mal. Moi, j'espère qu'ils vont en créer encore plus. Deuxièmement, sur la pénibilité des emplois dans les entrepôts Amazon, c'est des entrepôts qui sont souvent très modernes et justement qui ont une capacité de limiter les effets de pénibilité. Non, vous avez en plus Amazon qui a lutté contre les syndicats je vais aux États-Unis. Je vous laisse finir. Jusqu'au bout de mon propos, mais je dis pas que c'est parfait. Mais on peut pas cibler comme les entrepôts les plus pénibles. La Légion d'honneur Et après, un dernier point sur la destruction d'emplois sur nos commerces de centre-ville. Ça, c'est plutôt lié aux supermarchés, aux hypermarchés. C'est eux qui ont vraiment... Ça n'a pas arrangé les choses non plus. Mais Amazon peut être, ou en tout cas le commerce en ligne, un atout pour les commerces de proximité, parce que ceux qui s'en sortent aujourd'hui, c'est ceux qui font de la vente en physique et en parallèle de la vente en ligne, parce qu'ils arrivent à aller chercher 20-30% de chiffre d'affaires en plus. Donc attention au bashing de ce type d'entreprise. Jeff Bezos, c'est la Légion d'honneur. C'est pas du bashing, c'est une réalité. Non, mais il y a une réalité à la fois de Monsieur Bezos qui a lutté contre les syndicats et vraiment tout fait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnel syndiqué, notamment aux États-Unis. Ça a été une lutte vraiment féroce de la part de Monsieur Bezos. Donc ça, c'est une réalité. L'autre réalité, c'est qu'il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a effectivement de la destruction d'emplois avec l'arrivée de ces entrepôts. Et la troisième, c'est que ces emplois ne seront pas pérennes, puisque le but de Monsieur Bezos et d'Amazon, c'est de robotiser le plus possible d'emplois, de ces emplois-là, parce que justement, ils sont pénibles et qu'on n'y reste pas. Donc ça, c'est des réalités. Et puis, c'est aussi une vision de ce monde de la minute où on va commander avec l'achat rapide qui permet d'être livré le lendemain ou dans l'heure, etc. Tout ça, c'est un modèle qui n'est pas forcément à la fois écologique, qui ne va pas respecter non plus l'emploi, comme je le disais, puisque, in fine, c'est de la robotisation, et c'est un modèle qu'on peut critiquer pour l'évasion fiscale également. Parlons-en. Remettre une Légion d'honneur à un monsieur dont un des sports préférés est l'optimisation fiscale, là encore, ça pose question. Mais voilà. Ouais, qui veut réagir sur le cas Bezos ? Est-ce qu'il fallait le remettre là, Alexis, Alex Honnêtement, j'en sais rien, mais c'est toujours le même débat en fait de savoir à qui on doit remettre, à qui on ne doit pas la remettre. Il y a un moment donné, peut-être qu'il faut être plus transparent. Mais est-ce que c'est au président de la République de le faire ? Mais il fait ce qu'il veut. Il est président de la République, il fait ce qu'il veut. Moi, ce que j'aime pas trop dans ces discours, c'est à chaque fois, on nous montre les uns contre les autres. Là, vous venez de citer Bernard Arnault. Pourquoi ? Parce qu'il est riche. Non mais voilà, mais c'est exactement ça. Oui. Quel rapport ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Bernard Arnault, sur le fait qu'est-ce qu'il vient faire justement à la remise de la Légion d'honneur ? Et alors, à chaque fois, dès qu'il y a un riche à qui on remet la Légion d'honneur ou dès qu'il se passe quelque chose avec un riche, Bernard Arnault. Mais Bernard Arnault, il crée des milliers d'emplois en France. Honnêtement, je vais vous dire, je pense qu'on tape beaucoup sur les riches. Peut-être qu'on peut faire preuve un tout petit peu de mesure dans les choses. Moi, je suis d'accord sur le dernier point, sur le fait pourquoi on remet la Légion d'honneur à Jeff Bezos alors que optimisation fiscale. Ça, c'est intéressant. Sur le reste, excusez-moi, Alexis Poulain, sur le reste, bon, moi, je suis pas président de la République. J'ai jamais reçu la Légion d'honneur, je pense que je l'aurai jamais, j'en sais rien. Et chacun fait comme il veut et la remet à qui il veut. Voilà. Judith, pour terminer le tour de table et puis on va faire la pause de la demi-heure. Mais je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Cette démagogie anti-riche me fatigue, m'épuise. C'est des contre-vérités sur la. J'ai l'impression d'entendre, vous savez, le discours des ludites britanniques. C'était au début 1811, 1812, qui détruisaient les métiers à tisser, qui allaient, disait-il, faire disparaître l'emploi. C'est à peu près aussi intelligent. Alors, c'est pas les ludites. Attendez, je rajoute. Répondez, Alexis. Amazon a été critiqué, notamment par la Convention citoyenne pour le climat, qui avait été mise en place par Emmanuel Macron. Ah, donc, bah oui, ça c'est un gage de sérieux, c'est sûr. C'est aussi important de voir qui critique. Non, mais
Voilà. Juste pour dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur le modèle Amazon. Oui. Et, bien sûr qu'il y a des choses à dire, mais pas ça. Mais dans les deux sens, on referme la parenthèse. On va s'intéresser dans un instant. Ce soir, c'est la cérémonie des Césars. On va revenir sur une actrice qui avait fait polémique au moment des Césars. Elle revient dans l'actualité. Et c'est votre coup de gueule, Alex Darmon. Et si vous voulez le savoir, on se retrouve juste après ça. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Allez, le cas Jeff Bezos continue d'alimenter nos débats hors antenne avec Alexis Poulain, Alex Darmon, Paul Midi, Judith Ventrove, nos 4 débatteurs du jour. Alors, on parlait avec vous il y a un instant de Jeff Bezos, on va parler d'une autre personnalité. Ce soir, c'est la cérémonie des Césars organisée donc à l'Olympia avec diffusée sur Canal+. Ils ont cette année décidé de mettre plein de présentateurs pour éviter les aléas des dernières fois. Mais il y avait une actrice qui avait fait parler d'elle, c'est Adèle Haenel, et c'est votre coup de gueule, votre coup de griffe, Alex. Oui, face à un coup de gueule, elle a fait parler d'elle en début de semaine, après une conférence qu'elle a donnée autour de la réforme des retraites, de la manifestation, du fait de se mobiliser, et où elle, dans cette conférence, dans cette tribune, elle déclare que le gouvernement est composé de violeurs. Alors, on va l'écouter, si vous le voulez bien, pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on parle, parce qu'on a l'extrait qui tourne en ce moment sur Internet. On écoute. Pour moi, c'est un peu un rêve, mais en fait, si on veut, il faut s'organiser méthodiquement, il faut être méthodique et organisé pour être un facteur de déstabilisation. Et la question éthique ou morale, comme vous voulez, de cette grève, c'est de faire en sorte de la gagner. Et pour la gagner, on doit être organisé. Ce qu'on veut, c'est renverser le capitalisme, et on a plein d'idées pour ce que pourrait être un monde post-capitaliste, c'est-à-dire communiste. C'est-à-dire Communiste, mais on n'a pas l'extrait. C'était au début de tout début de sa prise de parole. Moi, sur ce passage-là, j'ai aucun problème. C'est de la politique. J'ai aucun problème. C'est de la politique. Elle en fait ce qu'elle en veut. Elle est comédienne. Si elle veut prendre position, elle peut le faire. Il y a aucun problème. C'est plus sur le début du passage où, pour légitimer son propos, vraiment, pour le coup, elle accuse des membres du gouvernement, d'ailleurs on aimerait bien savoir lesquels, de viol, d'être des violeurs. Non mais on sait lesquels. Non mais d'accord. Sauf que la justice est passée. La justice, je suis d'accord avec vous. Et c'est important de le dire. Donc elle condamne des gens en les traitant de violeurs alors que la justice est passée. Et donc moi j'en conclus le fait que peut-être qu'il y en a d'autres. Et elle a dit qu'il n'était pas violeur. Exactement. Et donc préciser. C'est très ennuyeux parce que ça jette l'opprobre sur la justice. Ça, en plus, parle de présomption d'innocence qui, dans ce cas-là, n'existe plus si on parle de Gérald Darmanin, puisque, comme vient de le dire Judith, il a été oui, mais ça, c'est comme Carl Zero qui, sur le plateau d'Hanouna, parle de... Mais j'y viens, justement. Mais c'est terrifiant. Carl Zero, sur l'affaire Baudis, c'était pareil. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est des que... témoignages. Hein. Oui, justement, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la présomption d'innocence dans notre pays a disparu. Oui. Et c'est très grave. C'est très très grave. Parce que quand vous parlez de politique hier soir à la tribune, enfin c'était lundi soir, et que vous parlez de politique en tant que tel, en disant on veut changer de monde et tout, c'est un droit, c'est de la politique, on a le droit de dire qu'on veut un autre modèle. En revanche, qu'on accuse des gens dans cette tribune en disant qu'ils sont violeurs ou en les accusant de propos qui ne sont pas vrais, c'est très grave parce que la présomption d'innocence, c'est un droit français, enfin c'est même pas un droit, c'est un principe français auquel on ne doit pas toucher pour permettre à tout le monde de pouvoir être jugé et de laisser passer la justice normalement. Et ça, c'est donc très grave. Et cette femme qui a une aura, qui est importante, qui est une comédienne française importante, qui il y a quelques années, vous en parliez tout à l'heure, lors des Césars, avait fait part de son mécontentement autour de la question de la femme, du viol en tant que tel, je trouve qu'elle se décrédibilise complètement en faisant ça. Voilà. Alexis. Mais c'est le moment des tribunaux populaires et c'est effrayant. On a vu comment Adrien Quatennens a subi exactement le même traitement à gauche, puisque là, elle parle des violeurs au gouvernement. Il y a la justice. En fait, je pense qu'on peut à un moment... Quatennens a été condamné. Non, mais quoi, c'est la même chose. Non, Alexis, on peut pas vous laisser dire ça. Condamné. Ah non, il reconnaît les faits, il est condamné. C'est la même chose. Non. Mais il est condamné. Là, on parle de gens qui sont condamnés aussi. Il y a le temps de la justice aussi. Non. Gérald Darmanin n'a pas été condamné. Regardez, le principe du tribunal populaire, c'est-à-dire que la justice, mais les faits sont les quand faits, elle est passée, Alexis. ça ne suffit pas. Il faut la tête des gens. Je ne sais pas pour quelle raison. Alexis, il y a les faits et rien que les faits. C'est terrible. C'est une société qui est complètement à la dérive. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette idée du droit, il n'y a plus cette idée du respect des droits des citoyens, d'avoir une seconde chance, d'être jugé, etc. Là, on a des gens qui sont... c'est pire encore sur le cas Palmade, puisque c'est des on-dit, c'est des... on devrait savoir. C'est en plus des fuites sur l'enquête. Enfin, c'est dégueulasse ce qui se passe. Et c'est déjà une condamnation de facto.
alors même que la justice n'a pas fait son travail. Et même quand la justice a fait son travail et qu'elle est passée, on voudrait encore aller plus loin. Les propos d'Adèle Haenel, il y a une vraie dérive importante qu'il faut dès à présent condamner et de manière forte. Tout ne se met pas sur le même. Soit vous faites confiance à la justice et dans ce cas-là vous vous casez dans l'état de droit, soit on est en train de dériver vers autre chose et c'est pas quelque chose de très plaisant, croyez-moi, les tribunaux populaires. Non mais Adèle, la question c'est est-ce qu'une comédienne comme Adèle Haenel peut parler d'un gouvernement de violeurs? Est-ce que ça non, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire c'est totalement abusif. D'accord, mais on peut pas le mettre sur le même plan que l'affaire Palmade ou alors Adrien Quatennens. Parce que pour moi c'est des tribunaux populaires, c'est-à-dire qu'on part de faits et on va extrapoler. Mais c'est pas un tribunal populaire que de dire qu'Adrien Quatennens a été condamné. Se mettre sur ces gens-là. Judith. Oui, la comparaison est absolument absurde et infondée. Moi, ce qui me fascine aussi, en tout cas dans l'extrait que vous nous avez passé, c'est que cette jeune femme, quel âge elle a, 24 ans, un truc comme ça, finit en disant il faut que la grève fonctionne, renverser le capitalisme et établir un système communiste. Je trouve qu'en 2023, quand on a 24 ans, rêver d'un système qui a fait des millions de morts, c'est fabuleux. Ça dit son niveau. Paul Midi. Oui, je pense que c'est une illustration, une forme de libération de la parole populiste que moi je subis quotidiennement parce que vous savez, je suis pile au milieu de l'hémicycle. J'ai d'un côté 90 députés RN, de l'autre côté 100 députés LFI. Et ce qui a été terrible dans beaucoup de nos débats, et en particulier dans le débat sur la réforme des retraites, c'est qu'on a eu des difficultés à avoir des débats de fond. On avait des clivages politiques très forts. Ça, on a bien vu derrière nos écrans. Mais ça partait en permanence sur des contre-vérités, des insultes. On s'est fait traiter de monstre, d'assassin. Et puis des contre-vérités qui ont été dites comme si elles valaient toute vérité scientifique. Voilà. Et donc, moi, je dirais, là où je vous rejoins, c'est sur attention à ce phénomène général qui est amplifié, par exemple, par les réseaux sociaux aussi, où, en fait, on peut dire tout et n'importe quoi, et plus on dit n'importe quoi, plus ça marche, et plus on a d'écho, et plus on est content. Je pense qu'il faut faire très attention. Tout ça, c'est un ferment très mauvais contre notre démocratie. Donc, désolé d'utiliser des grands mots, parce que je ne veux pas faire pompeux, mais vraiment, c'est très inquiétant. Et je pense qu'il faut qu'on se mobilise collectivement contre ça. Ouais, on va clore le sujet. Moi, je fais une petite parenthèse que vous êtes là aussi. Un petit commentaire sur la Commission européenne qui interdit TikTok à tous les collaborateurs. Il était temps. Oui, je pense qu'il faut. Et vous avez TikTok, vous? Et au gouvernement, ils ont TikTok, je crois. Je ne sais pas pour Guillaume, moi, effectivement, je suis sur TikTok. Même le SIG, service d'information du gouvernement, TikTok. Je pense qu'il faut. Moi, j'essaye d'être sur toutes les plateformes. Mais après, effectivement, si jamais il y a des sujets d'espionnage, il faut qu'ils soient pris très au sérieux. Et que on en tire toutes les conséquences. Donc il faut creuser le sujet. Il y a notamment une commission d'enquête qui a été lancée par le Sénat sur ce sujet. Donc moi je suis. Les algorithmes ne sont pas très clairs visiblement. Alors c'est surtout l'utilisation des données personnelles qui sont dans votre téléphone par notamment des employés chinois. Et donc, il faut qu'on fasse la vérité là-dessus et qu'on en prenne toutes les conséquences si jamais il y avait des sujets d'espionnage. Judith, pour information, Adèle Haenel a 34 ans. Ça ne change rien au projet de vie de cette jeune femme. C'est encore pire. C'était voilà. Donc, les Césars, c'est ce soir. On verra aussi, il y aura certainement encore des choses à dire dès lundi sur la cérémonie des Césars. Allez, on en arrive à nos sujets du jour. Moi, je voulais qu'on parle du Salon de l'agriculture. Ça ouvre demain. Alors, le Salon de l'agriculture, c'est la vitrine de l'agriculture française. L'année dernière, on était très inquiets puisque on prenait de plein fouet donc le début de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous diriez les uns et les autres que finalement le monde agricole français a été plutôt résilient? Comment vous voyez les choses, Alex? Non, alors franchement, honnêtement, je pense que chaque année, au moment du salon de l'agriculture, c'est un état des lieux. C'est un état des lieux, et chaque année, ça va pas. Et cette année, c'est pareil. Je vous le dis honnêtement, dans le milieu agricole, ça va pas. Ouais. Quand vous parlez aux agriculteurs, et encore plus que l'année dernière, à mon avis, et ce n'est que mon avis, ça va encore moins bien puisque les prix, augmentent, et donc eux sont directement impactés aussi par la baisse de la consommation des Français dans les produits agricoles. J'entends. On pourrait parler du lait, du blé, tout ce que vous voulez, mais je pense que ce salon de l'agriculture cette année va encore être un moment. C'est leur moment, et c'est important qu'ils le disent sur le fait qu'ils souffrent terriblement, les agriculteurs français. Et chaque année, moi c'est ça qui m'exaspère un petit peu, pour avoir fait des documentaires sur eux, c'est que chaque année on dit ça va pas, et chaque année on le répète, et le président de la République va encore y retourner, va passer 8 heures, je sais pas combien de temps là-bas, en disant, mais voilà, 13 heures, très bien, en disant je vous entends, je vous écoute, tout ce que vous voulez, et finalement il se passera rien.
il ne se passera rien sur le milieu, le monde agricole. Donc oui, ils ont été impactés. On va répéter pareil, le fait qu'ils gagnent pas assez, qu'ils sont sous-payés, qu'ils se lèvent tous les matins. C'est un métier qui est terrible, que vous avez encore plus de suicides d'agriculteurs que l'année dernière. Ça, c'est les chiffres et c'est les faits. Il y a encore plus de... Et l'agribashing. L'agribashing, les Français, exactement, sur l'agribashing. Et c'est les Français dans leur globalité. Et les écolos, si vous voulez. Mais même les Français ne se rendent pas compte de ce que les agriculteurs apportent au quotidien. Bref... Bon, ce salon, il va encore servir au fait que les politiques vont venir faire coucou, c'est nous, et puis il se passera rien derrière. Ouais, Paul Midi. Non, je pense que c'est effectivement important, c'est l'occasion à chaque fois de faire l'état des lieux. Mais là où je vous rejoins, c'est que c'est vrai que c'est très difficile pour tous les agriculteurs. Je peux pas laisser dire par contre que rien n'est fait parce que on essaye de tout faire pour revaloriser ce métier, à la fois sur les petites retraites agricoles qui ont été augmentées, mais aussi les lois Egalim 1, 2 et 3 qui ont eu un vrai impact sur le prix de vente de leurs produits aux distributeurs. Oui, mais alors... À prendre en compte. Et puis sûr, tout ce qu'on essaye de faire sur l'installation des agriculteurs, parce qu'on a effectivement un enjeu. On a aujourd'hui 12 000 exploitants agricoles qui s'installent par année. Il faudrait qu'on en ait 20 000 pour maintenir notre tissu agricole au bon niveau. Et donc, on met aussi sur la modernisation de l'agriculture, c'est 2,3 milliards d'euros qui ont été déclenchés dans le plan France 2030 pour faire de l'agritech. Alors, vous allez me dire que je reviens à nouveau sur la French Tech, mais c'est important aussi parce que pour améliorer les conditions de travail de nos agriculteurs, il faut robotiser, mécaniser, simplifier, aider avec un certain nombre d'outils modernes pour qu'on puisse avoir une vie un peu plus facile et agréable. Le défilé des politiques, à chaque fois, c'est un petit peu le même folklore, je dirais. Bon, c'est un exercice un peu incontournable, malgré tout. En même temps, c'est le pouls du territoire qui viennent prendre aussi. Oui, c'est pas un peu, c'est complètement. Vous dites 13h, moi j'avais... Alors 13h, non, c'était ce qu'il avait fait. C'était 14h. C'était son record. C'était 14h et il était déjà le record. Il a peut-être dormi sur place. Le record de la visite de président de la République la plus longue, évidemment Chirac étant l'archétype du record absolu. Ouais. Il avait battu Chirac et je crois qu'il veut battre son propre record cette fois-ci. Bon, à part ces informations qui sont d'une importance tout à fait relative, je le reconnais, évidemment qu'il y a une crise endémique de l'agriculture dont on a l'impression que... on ne voit pas du tout comment en sortir. Alors la revalorisation, l'instauration d'une retraite minimale pour les agriculteurs, qui a été en fait le seul élément de la précédente réforme des retraites qui a été sauvée puisque votée séparément avant qu'Emmanuel Macron renonce à son projet, c'est une très bonne chose et il faut la saluer. Et je connais plein d'agriculteurs qui sont extrêmement soulagés grâce à ça, mais malheureusement le problème se pose en termes de conversion et une conversion d'une ampleur qui, me semble-t-il, n'est pas tout à fait prise en compte. Il y aura le dossier de l'eau. On a vu ce qui s'est passé, les bassines, la différence dans les bassines saccagées par les écolos. La question de la sécheresse aujourd'hui qui perdure. Donc, aller au salon de l'agriculture, Alexis Poulain, pour un politique, c'est un exercice obligatoire aujourd'hui, mais qui ne réglera pas dans l'immédiat, on va dire, cette difficulté qu'a le monde agricole à envisager les prochaines échéances, quoi. Oui, il y a à la fois un mouvement de fond de désagricolisation de la France. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais le fait qu'il y ait de moins en moins d'exploitation et qu'il n'y ait pas de transfert en fait générationnel, ça c'est un mouvement de fond qui ne fait qu'empirer, avec un métier évidemment difficile qui n'attire pas forcément malgré les revalorisations, etc. Il y a le problème climatique qui fait qu'aujourd'hui les agriculteurs se retrouvent avec des difficultés pour une ressource essentielle qui est l'eau. Et rien que ça fait que des récoltes ont été saccagées. Et ça, aucun politique n'y peut rien parce que les mesures qu'on va prendre contre le réchauffement climatique n'auront d'effet que dans très très longtemps. Donc là, à court terme, c'est la condamnation de nombreuses exploitations, plus l'injonction de ne pas consommer de viande, etc. Donc qui pour les éleveurs est encore plus difficile. Et puis le troisième point, c'est l'inflation. Le fait que malgré les lois Egalim, on voit bien que la grande distribution essaye de toujours baisser les prix vers le bas. Et quand vous êtes producteur laitier ou quoi, c'est très difficile de faire votre vie avec ce métier-là, qui est un métier qui demande beaucoup. Et
au final, c'est un tableau assez sombre, malheureusement. Quelques agriculteurs tirent leur épingle du jeu, hein, les grands semenciers de la Beauce, etc. Mais pour certains, c'est très difficile. Et tenir une exploitation agricole aujourd'hui, compte tenu de ce que je viens de dire, à la fois les aléas climatiques, mais aussi l'inflation et l'économie, tout simplement, c'est très difficile. Et c'est pas des aides, enfin, ça peut aider à passer un orage. Mais sur le long terme, on voit bien que la France, qui était massivement exportatrice, hein, l'arme verte, la souveraineté verte de Chirac, est en train de s'effriter. Avec en plus bien sûr de nombreuses importations de produits agricoles de partout en Europe. Oui, si vous vous intéressez au monde agricole, je vous recommande aussi de regarder de près la paperasse qu'ils ont à remplir, des dossiers à n'en plus finir, la simplification administrative. Pareil, c'est pas pour eux. C'est pas pour eux. En tous les cas, c'est absolument fascinant. Allez. Et si vous je prends 30 secondes parce que si vous faites un conseil de lecture, moi je fais un conseil de visionnage. Si vous pouvez regarder le film Terre précieuse de Martine Debiès, qui est sur les exploitations agricoles sur le plateau de Saclay. C'est un super film et c'est très important pour comprendre où en sont nos agriculteurs aujourd'hui. Allez, on s'arrête un court instant et on va ouvrir le dossier de la guerre en Ukraine. Ça fait 1 an que l'Ukraine a été attaquée par la Russie. On va voir un tout petit peu comment vous, les débatteurs, vous voyez une issue ou pas à ce conflit qui semble pour l'instant s'éterniser. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Allez, on va voir dans un instant si on aura le temps de parler de l'Ukraine dans un instant. On va aussi parler des super profits qu'a réalisé la SNCF. C'est le chiffre qui est tombé hier soir, puisque toutes les grandes entreprises, les entreprises publient leurs résultats annuels aujourd'hui. Donc plus de 2 milliards d'euros de bénéfices pour la SNCF. Et ce matin, on apprend également que le gouvernement lance un plan pour le rail en France. C'est Elisabeth Borne qui dévoile dans les colonnes des Échos le programme d'investissement massif sur 15 ans, 100 milliards d'euros pour les transports collectifs et décarbonés. On ne parle pas de TGV. Est-ce que est-ce qu'enfin on va avoir un plan rail? Je souligne qu'à peu près tous les gouvernements ont un plan rail, les uns après les autres, sur différents sujets. Mais 100 milliards d'euros, est-ce qu'enfin on va pouvoir retrouver un niveau de service attendu pour les usagers et des tarifs qui vont avec? Paul. Alors, vous avez raison, c'est un plan rail qui est massif. 100 milliards d'euros, c'est très important. C'est ce que demandait monsieur le patron de la SNCF. Exactement. Et l'objectif, c'est pas que d'avoir une meilleure qualité de service. Ça, c'est déjà une bonne étape, on est bien d'accord. Mais c'est d'aller beaucoup plus loin sur le ferroviaire en France. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrivera pas à faire la transition écologique et nous tenir l'objectif qu'on a fixé de 0 carbone à 2050 si on massifie pas beaucoup plus les transports bas carbone. Et le ferroviaire en fait partie. Donc il y a aussi cette ambition-là. C'est de nous remettre au niveau sur notamment les petites lignes dans les régions, mais c'est d'aller beaucoup plus loin sur le transport ferroviaire en France. Justement, c'est intéressant le transport ferroviaire parce qu'on parle de bénéfices records de la SNCF, mais c'est pas que les trains. Non, ces bénéfices sont pas liés aux trains. Mais c'est hyper important de le dire parce que c'est les filiales, notamment des filiales. Pour donner un exemple, Géodis, typiquement, qui a 3800 camions rien qu'en France et qui donc participe. C'est une machine à cash, le truc, vraiment quand vous regardez en détail les résultats et qui participe effectivement à faire exploser le chiffre d'affaires. Donc, j'anticipe en fait le fait de dire oui. Alors s'ils font autant de bénéfices, pourquoi les prix des billets de train ne baissent pas, pardon. Et même, je vais même vous dire, ils ont augmenté en janvier, parce qu'il y a une augmentation de 5% sur les tarifs des billets de train. C'est parce qu'en fait, c'est des filiales qui font beaucoup d'argent, mais la SNCF est rentable, attention, mais elle fait pas tant de bénéfices que ça. Et donc, quand on va avoir un plan rail demain, on nous dit qu'on y investit la somme que vous venez de donner, 100 milliards, faut voir ce qu'on en fait, faut voir à qui ces bénéfices vont vraiment aller, parce que la SNCF, encore une fois, ce n'est pas que le train, et donc votre plan rail, sur quoi il va se concentrer en vérité? Et ça, c'est vraiment un plan sur les infrastructures. Donc vous avez raison sur le sujet des prix, parce que vous posiez, je crois, la question, si on devait proposer à quoi devait servir l'utilisation de ces profits. Je pense qu'il y a un sujet évidemment de qualité de service et de prix sur laquelle la SNCF doit se concentrer, parce que c'est très important de baisser les prix du transport.
Mais attention, deux choses différentes. Parce que dès qu'on baisse les prix, ça marche. Hein. Vous avez raison de bien différencier les sujets. Il y a ce qui est le cœur de l'activité de la SNCF, c'est le transport de voyageurs en France. Et donc ça, on veut que la qualité s'améliore et que les prix baissent le plus possible. Donc on compte sur la SNCF pour le faire. Et il y a un autre sujet qui sont les investissements dans nos infrastructures ferroviaires. Et c'est ça le plan de 100 milliards qu'a annoncé la Première ministre. Alors 2,4 milliards de bénéfices nets records, alors que les tarifs des TGV ont grimpé de 5% sur la même année. Donc pour l'instant, on ne voit pas le retour sur investissement pour l'usager. Parce que c'est quand même une victoire de l'usager quand même. Quand on parle de la SNCF, il faut regarder les chiffres dans leur globalité. Le contribuable français paye chaque année entre 16 et 17 milliards pour les investissements de la SNCF et pour les retraites des agents de la SNCF. Les seules retraites, le régime est complètement déficitaire, ça nous coûte environ 3 milliards par an. Vous savez qu'il y a eu une importante revalorisation de 5,9% à l'occasion des dernières grèves contre la réforme des retraites. En gros, les agents SNCF continuent à partir à la retraite à 57 ans, contre 63 ans pour la moyenne de la population, 52 ans pour les agents roulants. Voilà, alors ça c'est... Alors on a quand même supprimé le régime spécial de la SNCF dans le dernier quinquennat. Mais avec la clause du grand-père. Avec la clause du grand-père, qui fait qu'on continue à payer ces 3 milliards d'euros, je crois, en ce qui concerne l'année 2021. Donc, la SNCF nous coûte un fric fou. Et effectivement, on n'a pas le retour sur investissement en ce qui concerne le prix des transports. Le problème, il est là. Il n'est pas dans les 100 milliards du plan d'investissement, il est dans ce fonctionnement qui est déficitaire. En plus, je vous rappelle que l'État a repris les 25 milliards de dettes de la SNCF pour faire passer la pilule de la réforme. Ça nous a encore, nous, contribuables français, encore coûté 10 milliards l'an dernier. Donc il faut examiner le fonctionnement de cette entreprise qui est structurellement déficitaire dans sa globalité et pas rajouter des plans pour remettre de l'argent dans les trous. Alexis Poulain. Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement les infrastructures, il y a les droits de péage aussi qui font que l'ouverture à la concurrence fait que ces droits augmentent parce que c'est une manière d'avoir de l'argent aussi. Et puis il y a le principe des usagers. Encore une fois, c'est assez étonnant parce qu'on est encore à la limite du service public de transport. Et pourtant, c'est en train de changer avec les lois, les paquets rails de l'Union européenne, etc. L'ouverture à la concurrence. Donc l'ouverture à la concurrence, pardonnez-moi, il y a quand même pas non plus masse de trains étrangers sur nos réseaux. Et puis ça fait un moment. Mais attendez quelques années. Il y a des tests qui vont être faits avec Renfe, les Espagnols, là, qui vont s'intéresser à quelques lignes. Mais depuis l'ouverture à la concurrence étrangère, on n'est pas inondé de nouveaux. Il y a quelques Italiens. Il y a quelques Italiens. Je vous explique pourquoi aussi cet investissement derrière. Ce qui compte, c'est la transition d'un service public vers un marché concurrentiel du transport. Et ça prendra du temps et je ne sais pas si le consommateur, l'usager, autrefois l'usager, va être gagnant. C'est une vraie question. Après, pour ce qui est des dettes de la SNCF, regardez avec EDF, c'est encore pire. C'est-à-dire que nos politiques choisissent de faire... c'est tragique. C'est-à-dire, on prend des entreprises qui pourraient fonctionner, mais par choix politique, on les flingue et ensuite c'est nous, Français, avec l'impôt, qui devons colmater et faire en sorte que ces entreprises restent sur le marché. Donc c'est l'État actionnaire, parfois fait du bien et parfois fait aussi beaucoup de dégâts. Donc c'est pour ça que je suis pour la privatisation. Je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est une vraie question. Ça lui a coupé la chic. Non, mais parce que je vous parle justement de cette transition qui est en train de passer d'un service public à un service concurrentiel. Ça ne veut pas dire à la fin que le consommateur, les usagers vont être gagnants. Ça veut juste dire que c'est une transition, voilà, qui est accompagnée par le politique et pas forcément et accompagnée surtout par nos impôts. Alors l'idée, c'est de développer ce qu'on appelle les trains du quotidien, les fameux petits trajets, les RER. C'est ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron. 10 réseaux métropolitains, effectivement. Il faut qu'on arrive à développer. Quand vous regardez la masse de trajets qui sont faits en voiture... Pardonnez-moi Paul, mais il y a eu à Strasbourg un début, on va dire, de modélisation à taille réelle de ce système-là. Pour l'instant, ça marche pas
pas super bien. Hein. Il y a des retards. Donc, quand il y a des retards, les usagers viennent pas, donc ils prennent pas les bonnes habitudes. Et en fait, tout ça est une question peut-être de réglage. Hein. Mais oui, pour l'instant, installer un nouveau réseau, c'est jamais facile. On est en train de construire le Grand Paris Express. Moi, j'ai la ligne 18 du Grand Paris Express qui va traverser ma circonscription, qui traverse d'ailleurs certaines terres agricoles. Et donc, c'est compliqué d'installer un nouveau réseau de transport. Mais on n'a pas le choix. Je pense que si on veut faire la transition écologique et arriver au zéro carbone à 2050, c'est nous l'objectif qu'on s'est donné, il faut que massivement, on passe de la voiture individuelle à moteur thermique qui génère beaucoup de CO2 à la voiture électrique pour le transport individuel et à massifier les transports collectifs. Et donc, il faut le grand réseau de transport francilien, c'est le Grand Paris Express, mais il faut qu'on ait l'équivalent dans les grandes métropoles françaises. Et donc, c'est des investissements qu'on doit absolument faire. Il faut qu'on fasse cette transition. Je suis d'accord avec vous, mais on est régulièrement dans l'actualité à se faire le relais, nous, par exemple, d'habitants dans les milieux ruraux qui se battent pour garder leur gare, leur arrêt de train sur une ligne, tout d'un coup, qui disparaît. Donc, ils sont obligés de faire des kilomètres pour aller récupérer le train qui va passer à côté de chez eux. Là aussi, est-ce qu'à un moment donné, on peut pas poser les choses en disant on arrête de tout déconstruire pour essayer de garder ce qui existe déjà, parce qu'après derrière on apprend qu'on va reconstruire finalement quelque chose qui fonctionnait. Non mais vous avez parfaitement raison. Je pense qu'il y a eu pendant 10 ou 20 ans des fermetures de lignes qui étaient très malvenues et on a mis fin à ça. Maintenant le nombre de petites lignes régionales il est en train de réaugmenter parce qu'on les réouvre. On a même interdit, vous savez, les trajets en avion pour les plus courts, quand il y a une bonne alternative en train. Peu de vols, mais je dirais c'est quand même une première étape. C'est symbolique, mais c'est une première étape. C'est une première étape de rien du tout. Ça supprime des vols d'affaires qui étaient extrêmement rentables, qui avaient une empreinte carbone absolument dérisoire par rapport aux grandes masses. Transportés, absolument catastrophique. Mais ça veut rien dire. Et puis, vous parlez des transports du quotidien, c'est que tout est centralisé sur Paris, mais les transversales, c'est quelque chose. Je conseille un Bordeaux-Lyon en train, c'est un vrai délice. Mais même sur Paris, vous savez, on parle des RER. C'est la fameuse ligne D qui est moitié gérée par la SNCF, moitié par la RATP, qui est un cauchemar absolu. Où chacun se renvoie la balle sur les dysfonctionnements. Et on nous parle d'écologie en disant qu'il faut prendre les transports en commun derrière. Mais ça, vous avez complètement raison. Honnêtement, c'est scandaleux. Les transports en commun, même en Ile-de-France, c'est scandaleux. Juste une chose, on dit bénéfice record. Moi, j'ai pris la semaine dernière pour un documentaire que je tourne, un train pour aller dans le Nord à Dunkerque. Vous savez que la SNCF, elle fait peut-être des bénéfices, mais elle supprime des services de plus en plus. C'est-à-dire que vous n'avez pas, par exemple, de voitures, wagons, bars dans ces trains-là qui durent 3 heures. Allez, Hugo. Et on Ouigo ou pas Ouigo d'ailleurs, même TGV, même TGV. Moi, j'ai fait Paris-Nantes, j'avais. Vous avez de la chance. Mais en tout cas, dans le Nord, on nous dit on peut pas l'ouvrir parce qu'on n'a pas les moyens. Quand vous voyez ce matin qu'ils font effectivement autant de bénéfices, vous vous posez un peu de questions. Oui, alors on n'a pas le temps de parler de l'Ukraine, mais juste oui ou non, c'est une guerre qui est partie pour durer là. Au bout d'un an, Judith, on voit pas de. C'est le clair-obscur. Moi, j'ai depuis le début la conviction que la seule chose qui peut vraiment l'arrêter, je ne crois pas à une victoire. Je ne souhaite pas la victoire de la Russie et j'ai du mal à croire à une victoire sur le terrain de l'Ukraine. Et j'ai la conviction que la seule chose qui peut l'arrêter, c'est si la Chine tape du poing sur la table, parce que la Russie dépend très largement de la Chine. Et malheureusement, ce n'est pas les signes qu'envoie Xi Jinping ces derniers temps. Merci à tous les quatre pour ce débat. On n'a pas le temps d'ouvrir une autre fenêtre ce matin sur la guerre en Ukraine. On y reviendra avec Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure. Merci Alexis Poulain, Alex Darbon. Bon anniversaire Alex. Il paraît que vous prenez une petite année supplémentaire. Merci, c'est gentil. gentil. Toute l'équipe, un petit happy birthday. Merci, c'est gentil. Profitez-en. On ne chantera pas parce qu'on veut préserver les oreilles des auditeurs. C'est ça. Paul Midi, merci. Et Judith, merci beaucoup. Judith Vintraud. Dans un instant, c'est l'info sur Sud Radio, juste après les médias. Et on va parler de Jean-Pierre Pernaut avec un de ses collègues qui le connaissait très très bien. Ça va faire bientôt un an que Jean-Pierre Pernaut est parti. Et c'est Michel Izard, le journaliste de TF1, qui vient nous en parler. Il est l'auteur d'un documentaire. À tout de suite. Sud Radio.